convenablement. La première, je me présente, je suis la directrice de la chaire de recherche sur le jeu qui organise cette activité. La première présentation, on a l'honneur d'avoir nos deux éminents chercheurs, Monsieur Fiedler et Monsieur Jean-Michel Coz. Donc, on va avoir un peu d'informations qui nous proviennent d'ailleurs, de l'Allemagne et de la France, et le portrait du jeu en ligne en général. On va commencer par la présentation de Monsieur Fiedler qui va être en anglais et suivi de celle de Monsieur Cost en français. On va réserver la période de questions, si vous le permettez, à la fin. C'est mieux, c'est plus gérable, étant donné qu'on a un peu des participants d'un peu partout. Nous avons mis à la disposition des participants des versions en français et en anglais des PowerPoint, donc sentez-vous à l'aise d'utiliser l'une ou l'autre pour suivre les présentations. Et puis, pour les gens qui sont connectés par Internet, je vous demanderai de faire parvenir vos questions au fur et à mesure à travers la fonction chat pour qu'on puisse un peu les intégrer, puis essayer de les passer au fur et à mesure qu'on va aborder les questions à la dernière période. Now I would like to welcome you to this session organized by the Research Chair on Gambling. I'm Sylvia Kerouz, I'm the director of the chair. And so the presentation today is going to be about the challenges of online gambling in Quebec and elsewhere. We have people connected from Europe, from across Canada and from the US, and of course from Quebec, from different regions of Quebec and very remote regions. So we're very happy and that you are able to join. It's gonna be to some extent a bilingual session. In the sense that we're going to try to, we have circulated the PowerPoint presentation in both languages to give you the opportunity to follow both presentations. The first one by Dr. Fiedler is going to be given in English and then followed by the presentation of Monsieur Cost in French. We're going to keep a period of question at the end of both presentations, and so feel free to send your questions through the chat for those who are connected by web as soon as you get them. So we will integrate them and will address them during the question period. I will not take more time because we're already tight on our schedule, and I'll be very happy to welcome Dr. Fiedler to give his presentation. Yeah, thank you so much for the nice introduction. Hello, everyone. I'm pretty happy to be here, invited at Concordia University for a 3-month stay. Originally, I'm from Hamburg, at the University of Hamburg. I'm working at the Institute of Law and Economics. So my background is economics, and I'm mostly doing research on gambling, especially online gambling, and in particular, it's online poker. And so it's a pleasure for me to speak today about online poker and its regulation. I'm focusing a little bit on Quebec, a little bit on Canada, and a little bit on elsewhere, that is, in general. So regarding the backdrop, I mean, the online poker market by now, it's kind of in a mature state. We see lots of the signs of an industry which is coming to a mature state. But still, regulation of online poker is in its infancy. We have started with a couple of countries in the last few years, but still, most of the world's online poker market is still unregulated. So, as always, the industry is leading. A little bit behind are the researchers, and a little bit behind still are the regulators. And I hope we can catch up a little bit. That is, we researchers and the regulators too. And when it comes to regulation, I mean, there are 4 general approaches of regulation. You can prohibit online gambling and online poker. That is kind of an approach to regulation. You can make a state monopoly. You can have a licensing system, or you can have a free market. Well, that is not kind of a regulation, but still it's an approach. And what do you want, regulator, I would ask? What is your interest? I would not answer that for the regulator. But what I would like to address in this talk is the other 2 questions.
how each of those approaches affect the market size and market structure, and also which role law enforcement plays for each of those approaches to regulate online gambling. And yeah, coming to the agenda, I will at first give you a short insight into the online poker database of the University of Hamburg. That is all the data which I built upon for my analyses. And then I will show you some key figures on the market for online poker in 2010 and 2013 again for the world, Canada, and Quebec. And yeah, then we turn to the playing habits of online poker players, and especially, which is so important, is the concentration of demand. That is, a few players accounting for nearly all of the playing volume. That is, you may know that most people do not play online poker, of course, and in those groups of online poker players, there are still most of them, well, they play just for a little money, a little time, that's it. So most of the market is concentrated on a little group of a few players playing very intensely. So we will focus on this, and we will then focus on the reasons to regulate online poker, and which one seems to be an important reason to regulate, and other reasons which might not be that important to regulate online poker. And then we will evaluate the different regulatory approaches we see throughout the world. That is prohibition, like for example in Germany, where I come from, the state monopoly, which is try to, I even say try to enforce here in Quebec, but also in Sweden, for example. And then we have licensing systems like in France. And yeah, what is the parameter of a licensing approach is just another issue we are talking about at the very end. So to introduce you to the online poker database of the University of Hamburg, we have two data collection periods. One was in 2009 and 2010, which was like a 6-month period, and again 6 months in 2013. And yeah, we observed like all the main operators out there. That is, in 2010, PokerStars.com, Full Tilt Poker, both the market leaders, and Everest Poker, IPN, Boss Media, and Cake Poker together having a market share of nearly 65% of the whole online poker market. In 2013, what looked a bit different for online poker, we have PokerStars.eu, which is just the same as PokerStars.com, but PokerStars.com, the domain was seized in the Black Friday by the US government. So we have then also regulated operators in Italy, Spain, and France, which we also covered in our database. And we took a Lock Poker, the Revolution Network, which is equivalent to Cake Poker, and come to a total of 57.3% of the total market. And yeah, in 2013, you see it's like 2.9 million player identities we observed. In 2009, 2010, in the same period of 6 months, it was like 4.6 million poker identities. So even though we have a little bit less market share we cover, you see a huge drop in player identities, and we will see that in the market size and player figures too. The market has dropped significantly from 2010 to 2013. So what we do is, like, every 10 minutes, we have software which is just observing what is happening at the poker operators. So if you log into a poker site, you get to see the lobby, and you see what active tables are out there, which you can join, which player sits there, how much money, and where they come from, which is very important. And we have a full scan of all online poker tables at the operators we observe every 10 minutes. So every 10 minutes we have another data collection of everyone who's playing actively at that moment at the table. So we know where the players come from, the player's origin. That is the country, and in some cases it's even the region. So, for example, we can then break down the whole poker market to Quebec, not only to Canada. We know how often a player plays. We know how long they play. We know their total playing time, of course. We know if they play just one table or multiple tables. We know which limit they play, which kind of game they play. And yeah, especially important, of course, is the playing volume. How much do they spend on it? And that is mostly for cash games. That is where you join the poker table with some money and you can leave it every time. Compared to that, we have online tournaments, which is
which you can distinguish sit and go. That is most often just one table, and you play until only one player is left, who earns most of the prize money, or multiple table tournaments. That is what we cover in 2013. There are sometimes tournaments with way more than 1,000 or even 10,000 entries. So if you win one of those, it's like winning a jackpot. It's quite a huge prize money, but still lots of winning, of course, but then very low. So the OPG UHH was used quite often already. It's deemed the most reliable data source on online poker by a couple of institutions which are now using it. For me, I've written my PhD thesis on it. It's by now 8 peer-reviewed academic articles out there using data from this database. We have 5 non-peer-reviewed academic articles, with another 7 presentations on international conferences. I guess today it's the 8th presentation on an international conference. And we are also aiming to inform the regulator and other stakeholders about the market. Because when we started in 2010, nobody knew about the market. It was like very gray. It was totally unregulated, that is prohibited, or you can also say it was a free market because there was no law enforcement. And nobody knew how large it was. Nobody knew where the players come from. We shed some light on this. And so we wrote 2 reports for the German government. We had a lot of presentations. We had some market analysis reports. We've written dozens of media articles, radio and TV features, and it was used by different policymakers, starting with the European Parliament, German gambling regulator, of course, that is who funded the research. We have German Council on Gambling Addiction, which used it, the Quebec's Working Group on Online Gambling, Quebec's Ministry of Finance have used it, other researchers too. So a wide usage of it, but still I hope to have to distribute the data even more. And I will give you some insights now on the key figures of the online poker market and compare 2010 to 2013. And the main point is the market dropped significantly. So on the left, you see the market size in US dollars. It dropped from 3.6 billion to 2.1 billion. And that is significant. I mean, one huge reason for this is the Black Friday I mentioned earlier, which it was in 2011 when the US government enforced their law, the prohibition of online gambling and of online poker, and the market dropped from nearly 1 billion to nearly nothing. You will see, I guess it's about 30 million by now. And so of course the number of players dropped significantly too. You see from 6 million to 4.4 million players. You also see that 6 million does not compare to the player identities we observe. That is, we extrapolate for the market share we have not observed, of course, because this is now the data for the whole market, and we extrapolate it from our sample of operators we observed. And we also account for multiple playing identities. So if one player has multiple accounts, we account for that. So he's counted only once. So here are some key figures for the country breakdown. You see in the US already this huge decrease from 97.3 million to 31 million in market size. Number of players dropped significantly too. Spending per head also. We see that in other markets, most other markets, market size dropped too. And that is what we see across most of the countries, across the whole market is this huge drop in players and in market size. So we passed the peak of the online poker market. And but we also see some other things here, which is like, for example, when you regulate online poker, you see in Italy, the market increased 5-fold from 40 million to 212 million. In a different jurisdiction like Spain, we also have seen regulation of licensing system, but the market dropped from 117 to 68 million. So that is very interesting. And there are some different reasons for it. And if you look at France, I mean, well, it increased a little bit. It's also important because it was regulated, but it's nothing compared to the increase of Italy. Also very interesting is Russia. In Russia, online poker is deemed
defined as a game of skill, so it's not regulated as gambling. It's a free market there, and we see that is also a reason why it increased. Russia is now the dominating online poker market after the US is now crippled. Having a look at Canada, we see we can break it down. So in 2010, we have information at PokerStars.com. Back then, allowed to scan all the regional information, that is the city the players are coming from. We use the city database to match a city with a region. And of course, there are multiple cities, but we accounted for that. And in 2013, PokerStars did not give any information on the region anymore, but only on the country. So we have only regional information from Log Poker, which is just a minor player. So what we did is we applied the market shares of the regions from 2010 to 2013 to adjust for the market sizes. That is not totally correct, because we have three provinces now where we have a state monopoly operating. And well, in these figures, I just assumed they took market share from the illegal or unregulated operators. It could also be that they just add to the market. So then the market shares of those regions would be a little bit higher. But as we will see later, it's not a huge deal, because, well, the state monopoly operator is not very large. And I will also show the reasons why this is the case. Very important to notice are the playing habits of online poker players. We can break it down. The key figure is playing volume. That is how much rake did a player pay. That is how much money went from the player to the operator. That is, if you take all players together and how much they paid in rake, that is exactly what the operator earns. That is the market revenue. And yeah, you can break it down by the playing time, the number of tables players played simultaneously, and how much rake he paid per hour. And we can further break it down. The rake per hour, it depends on the game structure, on the betting structure, on the table size, on the stakes you're playing, and there are so many different options to play poker that you come to like 2,500 different rake per hour per table opportunities to play. But yeah, we have accounted for all of this and how much rake they pay. Most of them, which is kind of important too, play no limit hold'em, of course. That is just the main poker form. But still, there are a lot of different other poker forms which are played. Sometimes Omaha is spot limit. Omaha is also seen a little bit. A fixed limit hold'em is decreasing. It's not very relevant anymore. We also have important is number of sessions, playing time per session, and I will show you some main results for this. In 2010 and 2013, I also have these figures here for average and median. And we always see that the average is much higher than the median, and that directs us to the concentration in demand. But let's have a look at the numbers first. So if the number of sessions, the average player in 2010 was like 23 sessions. In 2013, the average number of sessions was 26. Not much change. The median player has 7 sessions over the course of 6 months. Average playing time decreased a little bit from about 50 minutes to 43 minutes. I guess the main reason is the introduction of rush poker. That is, you can easily join a table of rush poker and leave it at the very same second. You do not have to wait until you're the big blind again. So that probably reduces the average session length. We have then the total playing time. It decreased a little bit from 24 hours on average to 23.3 hours on average. The median you see is like 4.8 and 4.3 hours. 50% of players, that is what a median is defined, play less than 5 hours over the course of 6 months. So 50% of players are not relevant to the market. And multi-tabling, that is the average number of tables played simultaneously, is also not very relevant for the median player, not at all, and for the average player still not. It's just something which the intense players do. And US dollar wake per hour. Poker is very cheap game. What you pay to the operator is
On average, $3.2 in 2010, 2013, it's $3.56. It's a little bit higher. I guess the reason is just that we have regulated operators and they charge taxes, and taxes increase the wake. And yeah, the median player, that is more than 50%, play poker for about a dollar per hour. That is really nothing compared to all other gambling forms. So when we look at it from a health perspective, online poker is not that much about losing high fortunes of money, but it's more like losing a lot of time. So it's somewhat more like gaming, where you lose a lot of time. But you can, of course, lose a lot of money too, especially if you play at high stakes. And you can also lose to other players and not only to the operator. So we could only observe the wake paid. That is, across every player, that makes sense because you can add it up and see what the revenues are for the operator. But for the individual player, of course, he can even win if he's a professional player, or he can lose much more than the average because he's playing worse or he has bad luck. Well, the key figure, the total wake in US dollar, that is, we've seen that over the course of 6 months, $190 in 2010, $164 in 2013 for the average. So it decreased. We have less than 10 players in 2013. But what is so important is the median. It was like $7 and $5.5 in 2013. 50% of the players play for about $5 in 6 months. So the difference between median and average is like 30-fold. And we see it in this next slide, that is ordered the playing volume by percentile. The highest percentile in 2010, they paid $3,100 over the course of 6 months. If you go to the 99.9 percentile, it's more like 20,000. So it's a huge concentration. That is where the weight comes from. And if you look at the median, the 50 percentile, it's negligible. You do not even see it at all. And yeah, if you make it in a cumulative form, you see that 1% of the players pay about 55% of all wake. 1%. So the general rule on consumer goods is like 80-20. 80% of the consumers account for 20% of the revenues, or framed otherwise, 20% of those of drivers drive about 80% of kilometers. That is a general rule of thumb. And whenever it gets more concentrated, something is at odd. There has to be a reason for it. Yeah, and 2 reasons here. Addicted gamblers, which is why revenues in gambling is very concentrated in other forms too. They are known to play longer sessions, more intense sessions, and play much more often than the regular gamblers. What with poker, we have also professional players. That is, they have a huge incentive to play because that's where their money comes from, the income. And yeah, since we only observe the wake, we can not distinguish between those 2 groups. But I guess it's kind of easy to do so by behavioral markers, which we can derive from hand histories. We can see who's professional and playing profitable online poker, but still that does not have to say anything about if someone is addicted or not. So there are people who are addicted and professional gamblers. They win, but still they lose a lot of time and they cannot stop playing. So this exists, and it becomes even more problematic when at some point they lose their skills, or the other players are getting better, or the wake is increased because of taxes, for example, and the winning player becomes a losing player. And then he's not losing time, but also money. So that is what we have to focus on, is like the top 1% of the players, maybe even the top 5%, which are accounting for 80% of the playing volume. If you look at the bottom 50%, it's 0.5% of the whole market. Totally unimportant. So, regulation of online poker. We've seen this concentration of demand, and I guess this is where we can lead over to the regulation of online poker. And yeah, so the reasons to regulate it, of course, are adverse consequences of a market. I mean, free markets work very well if there are no adverse consequences to it. That is the reason why we want to regulate it. And yeah, so addiction is a huge reason to regulate gambling. And we see the same in online poker.
That is, player protection is the reason to regulate it. We also want to protect the players from fraud by operators and fraud by other players. But compared to addiction, it's not that important. We also want to prevent money laundering by operators, money laundering by players. So since gambling involves so many cash flows in so many directions, it's an easy form to launder money unless it is prevented by anti-money laundering requirements. And so my best guess, I did some research on this, is that in regulated environments, money laundering potential is like zero. In the unregulated world, it's totally different. Money laundering plays a huge role there. You can do it as a player, but only for like small to medium sums. Where it becomes interesting is if you're an operator on your own. That is maybe not that important for poker, but if you turn to casinos, it's like you can just open up a casino, pretend, of course, in an offshore jurisdiction. You pretend that players are losing money with you, but it's only a bot. Or not real players. Maybe you can even have runners, how they are called, who play with you, and you give them the dirty money, and then you clean it, and you have clean revenues, because in the offshore jurisdiction the casino would be totally legal. But nobody will ever look deeper where the money comes from. So that is an issue for unregulated gambling, but not for regulated, and also more for casinos, maybe also for sportsbooks, but not so much for online poker. Generating tax revenues is always an issue when it comes to regulating gambling and regulating online poker. I have two comments. That is fraud by other players. I mean, how can regulation prevent fraud by other players? Not better than the operator can do now. The operators have a huge incentive to prevent fraud by other players. That is cheating. And they prevent this not 100%, but as much as they can. So there's no reason to regulate online poker to prevent fraud by other players. And when it comes to tax revenues, I mean, taxes it's just mere redistribution in the society. That is, collecting extra taxes cannot be a goal on its own, because it does not create any value. You just pocket it from the left to the right. There's no additional value in it. So you can do it to lower the demand for online poker. If you say online poker is good, we do not want to have in its full potential, but there might be better ways to do so. And that would be player protection and preventing addiction. That is how to regulate the market from my perspective. And yeah, let's come to the evaluation of different regulatory approaches. I mean, the first and still most prevalent one out there is prohibition. The goal of prohibition is, of course, to have as little in market as possible to prevent all those social costs which arise from addiction and money laundering and fraud and whatever. And in 2010, I mean, the whole market was either illegal or not regulated. I mean, you can accept Russia, where poker is considered a game of skill and was a free market, but still all the West illegal or unregulated. There was no regulation, or it was prohibited and not enforced. So that was easy. Well, in 2011, it a little bit changed. We have the UIGEA, Unlawful Internet Gambling Enforcement Act in the US. And it caused already in 2008 party poker to leave the US. But other than that, nothing happened. But yeah, later in the US, the Black Friday came, and it caused a market decrease of 97%. So the law enforcement in the US was really heavy. They seized the PokerStars.com domain. They seized the FullTiltPoker.com domain. Full Tilt Poker went insolvent afterwards because they did not. The player funds were used for operational purposes and not being on a separate bank account. So that is a reason to regulate online poker too. So I mean, a lot of money is sitting at the operators, and you want them to protect the players' funds, of course. Yeah, but one important aspect of the law enforcement in the US is most other operators which were not affected left the market too. And the reason is they wanted to have a license once the online market in the US is regulated again.
or not again, but regulated, so they can achieve a license. And they were told they will never achieve a license and get a license if they now still operate illegally. Totally different approach in Germany. We also have a regulated sports betting by now, and yeah, we still let those who have applied for a license operate illegally while they apply for a license. I mean, if you have the opportunity to say to the operators, you will not receive a license if you operate illegally, a couple of them will leave the market. That was we have seen in the US, and that is some kind of law enforcement. You do not have to invest anything for it. You just get it for free. You should. It's important to do so. If you ever promise as a regulator that the market will be regulated, you should point out that if you operate illegally, you will never be able to receive a license. Well, except the US and all other regulatory systems we see, nothing has changed because we have no law enforcement. So what we can deduce from it is prohibition only works if you have strong law enforcement. Otherwise, it's a free market. It's the exact opposite of the goal of the prohibition. Coming to the state monopoly, the goal of the state monopoly is to canalize unregulated market to a state monopoly. The idea is that a state monopoly leads to less adverse social consequences because, for example, it's not as addictive if you play at a state monopoly than at a private operator. Of course, another reason is to increase state revenues. Those are the two goals of the state monopoly. At least you can just translate it to a high share of the state monopoly in the whole market. That is the goal of the state monopoly, I guess. If there's a state monopoly with just a few percentages of market, it's not serving the goal quite well. And yeah, most often the state monopoly translates to a smaller market because you have less competition, and then you have higher prices and less innovation. That is basic economics. And well, in 2010 we have this state monopoly in Sweden. In 2013 another one by 2013 another one was implemented here in Canada. So we have seen Quebec, Manitoba and British Columbia pooling their state monopoly operators to an online poker operator. Yeah, but it's not that large. I mean, PokerScout tracks the average active players across all major operators. And so we can indirectly determine how large the market is, but just by observing how many average active players are out there at those Swedish site, Svenska Spel, and also in Canada at Especially, for example. And we can deduce that in Sweden it's like 13 million is US dollars in 2013 was a regulated market, which comes about to 27%. If you look at the different regions here in Canada, you come, depending on the assumptions you make, like 7 to 8% of the market is regulated. All the rest is unregulated. So state monopoly again depends strongly on law enforcement. If you do not enforce the law against the illegal operators, there's no sense in introducing a state monopoly. It's not possible to canalize the market size to a regulated one. We'll come to the reasons afterwards why this is the case. Let's look at the licensing system beforehand. And so again, the goal of the licensing system is also to canalize the unregulated market to a regulated market. And the intention is to reduce social costs, for example, addiction or fraud. And of course, you also want to have some taxes. That's what most regulators are after, although I would say it's not a very beneficial thing to the society in the end, because it's just a mere redistribution. Yeah, normally licensing systems can translate to larger markets because it's regulated and it's legal now. People want to play with legal operators instead of illegal ones. Everything other is the same. But sometimes it can also translate to smaller markets, and it depends on various parameters. We will come to that also later. Mainly it's about taxes, that is the price level. And in 2010 we see there was no licensing system. In 2013 we have 3 in France, Italy and Spain.
And if we track all our data and compare it also with the data from PokerScout on the average player counts, we see some interesting results here. We see that in France, 99.7% is regulated. Italy is 80%, Spain also 99% is regulated. I would say licensing systems can work without law enforcement, because in those countries we have a little bit of law enforcement, but not that much. And we do not need it, as we see. I want to make one remark on the numbers here. I mean, Dr. Coste will present some other numbers on France, and we have reasons why they deviate. So, for example, we track players by how they define their own country, and we did not find many French players outside PokerStars.fr and the other regulated sites, but they could make up an identity. For example, they can say they are a German player, and if they then have a French IP address, they would be blocked, for example. But they could use a VPN tunnel to create a German IP address and then play at PokerStars.eu, which is an unregulated operator. So it would not show in this data here. I guess it will mostly fit the professional players, because they want to avoid the higher wage they have to pay at PokerStars.fr, for example. That could be one reason. Other reasons we might want to discuss later. But still, we see, even if it's a little bit lower, those regulated market percentages, it's still working quite good, even without law enforcement. So what are the reasons why licensing systems work and state monopolies fail? It's all about network effects. So players in online poker, they prefer to have a broad choice of games, of types, of limits to play, of stakes, table sizes, opponents to choose from. In short, they demand larger player pools. They want a huge player pool to be in, and a small player pool is not attractive. So if you have a state monopoly, you have, per definition, a small player pool. You cannot attract many players by it. Players want to play at the large operators. So when you look at state operators, monopoly operators, they do not operate that globally, and they fail. That's it. And yeah, in the licensing system, you have it a little bit different. You can just license all major operators, and then every player wants to play with those regulated operators, and no one else will attract players because they do not have a player base on their own. So if you have all 10 major operators in the licensing system, you just capture 95% of the market. That's it. Players will not change to an unregulated operator because the player pool is not large enough. And very important here, this is only true for online poker. With sports betting casino, that's totally different. You bet against the house and not against other players, so player pools and size is totally irrelevant. Network effects do not work here, or just by a little. So this only holds true for online poker. And if you want to look at the licensing system, that is kind of the second to last slide I will present. What are the parameters of a licensing system? Most important, it's the tax level. It cannot be too high, because otherwise operators will stay out. We've seen that in Hungary. They tried to implement a licensing system, nobody applied for a license. Tax levels were too high. They lowered the tax level, still nobody applied, everyone still stayed unregulated. They lowered the tax level again, still nobody applied, was still too high. They now started with some law enforcement to force operators to apply for a license, but they try to circumvent things, and yeah, tax level is still too high. You cannot impose it on the players. They will not want to play there, and operators anticipate that, and they just do not apply for a license. It won't work. Player protection is also an important parameter of a licensing system. Compared to a free market, you can demand some player protection from the operators, and from my perspective, it should be high. Compared to taxes, you shouldn't care about taxes too much. Player protection, that is where the social costs can be prevented, addiction can be prevented. And yeah, what I think is very, very workable is the opt-in self-limitation,
Oh, I'm very sorry. It's an opt-out self-limitation system. There is a mistake on the slide. It's an opt-out self-limitation system which I'm favoring. So you have standard limits for everyone, which are very low, and you have to opt out to have other limits. Currently, there are some opt-in self-limitation systems, but they are not used very often by players. That is what we find in all other research domains where we compare opt-in and opt-out systems. Once it is a standard system and you have to change it actively, you're not changing it very often. Once you have to activate it on your own, you do not that very often. People just stick to the standard solution. So the standard solution should be a low standard limit. And then you protect a lot of the players. And of course, one note on this, player protection is against the operator's interest. It limits player spending. So you cannot just assume that operators will implement it on their own. You have to force them, at least to have an effective player protection system. And yeah, we have another one, which is market fencing. We see that in the regulated world of France, for example, they limit their player pools to French people. Spain, same. Italy is the same. And I'm questioning, why do you fence off other players from other countries? I mean, huge player pools are incentive to play at the operator. So why do not just let them in? It does not provide any benefit to fence the market from my perspective. Denmark has did it a little bit different. They have also kind of a licensing system. I say kind of because they just everyone can apply for a license and get a license, and the main operators have a license there, and they just share the same player pool, pay a little bit of taxes. That's about it. Yeah, but that could work. Why does PokerStars.fr have a different player pool than PokerStars.au? If you just share the player pool, it's beneficial to players, but it's not detrimental to players. You have anti-money laundering requirements, which are important. Risk of money laundering is in the unregulated market, and yeah, you have to implement the standard anti-money laundering requirements. Not too much more. That's about sufficient. Once you limit payments to non-anonymous payment methods, for example, you kick out most of money laundering purposes. Stuff like that. So, law enforcement, that is what makes it very interesting in the end. I mean, it's also important with the licensing system. We've seen that depending on the licensing system, you have a different amount of unregulated operators out there still. So, the more you have law enforcement, the more room the regulator has to impose taxes and to impose player protection. Because if there's no law enforcement, we see what we have in Hungary, just the operators will not apply for a license. So, but if you have a huge law enforcement, you can even impose high tax levels. Operators will apply for a license because there's no illegal market anymore. So, to conclude the talk, we see online poker past its peak. It's not like sports betting, which is growing. Online poker is declining already. But still, the market is mostly unregulated, although it's quite old by now. Over the whole world, it's 22% of the dollars which are earned in a regulated environment. 78% are unregulated. When I say unregulated, I include those operators situated like in Malta, for example, and operating outside of their jurisdiction. So unregulated means not regulated in the market where it operates or where the player is spending his money. So point of consumption, I would say, not point of sale. And yeah, we see online poker is dominated by a small group of intense players. That is where the money comes from. And gambling addiction, which could be related to this small group of intense players, is the main reason to intervene in this market, to regulate the market. And we see that prohibition or state monopoly does not work without a strong law enforcement. So you can either try to enforce the law, or you can, that's the other approach, introduce a licensing system that can work even without law enforcement or with much less law enforcement. And if you do so as a regulator,
you should focus on prevention of addiction and not on collecting taxes. That is just a mere redistribution. All the social costs you want to prevent come from addiction. That is the main problem with online poker and the reason to regulate the market. Thank you for your kind attention. Thank you, Ingo, for this very interesting and challenging presentation for us. I will follow with the presentation of Jean-Michel Coste. Jean-Michel is from the Observatoire des Jeux de la France, and Jean-Michel has been in the field of addiction for a very, very long period of time. So he will provide us with interesting data on the licensing system in France and some of the observed results comparing regulated and unregulated markets. Donc, je remercie Ingo pour cette excellente présentation qui va nous donner beaucoup de contenu pour réfléchir et débattre. J'aimerais juste accueillir Jean-Michel Coste de l'Observatoire français des jeux. Jean-Michel qui a une très longue expérience dans le domaine des addictions et qui va nous présenter des données sur le système, des données de la France et le système de régulation actuellement mis en place et quelques données comparatives sur le marché régulé et le marché non régulé. Merci beaucoup Sylvia. Merci pour cette invitation. Donc je vais vous présenter un petit peu les enjeux d'ouverture légale des jeux d'argent et de hasard en ligne. Ingo en France l'a évoqué. Donc c'est en 2010 que la France a prévu un cadre légal pour les jeux d'argent en ligne. Je vais d'abord brièvement présenter le cadre légal, tout d'abord en Europe et en France, puisque en France on doit s'inscrire dans un cadre européen. Et puis je ferai un rapide état des lieux du jeu d'argent, mais dans toutes ses composantes, c'est-à-dire en dur et en ligne, avant de donc me focaliser sur la question des jeux d'argent et de hasard en ligne pour aboutir à quelques conclusions. Alors, au niveau européen, on peut dire assez schématiquement que l'Europe s'intéresse en tous les cas fortement à la question des jeux d'argent à partir du début des années 2010, 2012 très exactement. En tout cas, 2012, c'est l'année où il y a un plan, le premier plan européen, un plan d'action sur le jeu d'argent en ligne. Ce plan a été adopté à la suite. Ah oui, c'est parce qu'il y a une... D'accord. À la suite d'un état des lieux que je vous recommande, il y a un livre vert qui a été publié par la Commission européenne sur cette question des jeux d'argent en ligne et des différentes pratiques, des différents systèmes réglementaires dans les différents États membres de l'Union européenne. Et puis qui aborde aussi un petit peu une synthèse de la littérature scientifique sur les questions du jeu en ligne et avec un focus sur le jeu problématique. En fait, on n'a pas dans la réglementation, en Europe, à proprement parler d'une réglementation européenne. On n'a pas une loi cadre qui oblige les États membres à appliquer un cadre très défini. La compétence, notamment du cadre légal et des politiques publiques, reste une compétence des États membres. Toutefois, ce plan d'action en 2012 fait des recommandations aux États membres d'adapter, de créer des réglementations spécifiques sur cette question des jeux en ligne, évidemment de le faire en conformité des législations nationales, que les législations nationales soient conformes aux réglementations de l'UE, de l'Union européenne, notamment sur ce qui le volet économique, c'est-à-dire sur la libre concurrence. Mais elle reconnaît aussi aux États membres le droit, effectivement, dans leur réglementation, de prendre en compte la question de la protection des consommateurs et des citoyens,
de la prévention du blanchiment. Et il y a une composante assez forte que vous retrouverez dans la réglementation française qui est celle de la préservation de l'intégrité du sport. C'est peut-être parce que en Europe et en France en particulier, dans la question du jeu d'argent, une des composantes comme importantes, c'est la question des paris sportifs. Je sais que ici, en tous les cas au Québec, c'est pas très développé comme pratique, mais vous verrez que la question des paris sportifs est une question quand même qui prend une place importante en France et en Europe. Donc il y a un certain nombre d'actions, je ne vais pas passer en revue toutes les actions prévues sur le plan européen. En tous les cas, il y en a une qui aboutit, il y a un certain nombre d'études et d'initiatives. Une qui vient tout fraîchement d'aboutir, puisque c'était juillet 2014. La Commission a publié des recommandations pour la protection des joueurs. Donc ça, c'est un des volets. On avait parlé de l'intégrité du sport, de la protection l'intégrité des jeux vis-à-vis des joueurs, des consommateurs, mais donc elle a aussi travaillé sur ce volet de la protection des joueurs, donc disons plus la dimension santé publique, qui tourne autour des recommandations suivantes: la protection des mineurs. Donc elle recommande aux États membres de mettre en place des dispositifs tels que la limitation de l'offre, l'interdiction de l'offre de la vente de jeux d'argent aux mineurs, ou même aussi une protection vis-à-vis de la publicité qui peut être faite accessible aux mineurs, une information sur les risques pour les opérateurs, quel que soit le statut juridique des opérateurs, une publicité responsable sur les jeux d'argent, des procédures, de mettre en place des procédures d'ouverture d'un compte, notamment avec des éléments nominatifs. Ça, on le verra, c'est notamment dans le volet prévention du blanchiment d'argent, mais aussi de l'addiction au jeu, de mettre en place des modérateurs de jeu, des mécanismes d'auto-exclusion, de mettre en place des lignes d'assistance téléphonique et de mettre en place aussi des formations des salariés des opérateurs. Donc voilà, c'est un petit peu un recueil de bonnes pratiques qu'elle propose aux États membres qui, pour la plupart, sont encore dans une démarche de mettre en place leur réglementation. Alors, la France donc a revisité son cadre légal sur les jeux d'argent à l'occasion de 2010 et de ce qui était ressenti comme une nécessité à la fois nationale avec une pression, je dirais un peu un contexte, une pression européenne, d'offrir un cadre légal pour finalement une activité dont très mal documentée, mais on estimait des sources relativement peu fiables, mais que le volume de joueurs pouvait représenter 1 à 2 millions de joueurs en ligne. Hein. Donc, à l'occasion donc de cette ouverture légale, il fallait définir le périmètre. Le périmètre a été restreint à des activités qui étaient les activités entre guillemets les moins addictives, c'est-à-dire que la France n'a pas pour l'instant ouvert à la régulation un secteur qui est celui des jeux de casino et des machines à sous en ligne. Donc c'était les jeux de loterie, mais ceci était fait avant la loi de 2010, c'est dans le cadre du monopole d'État de la Française des Jeux. Et les 3 secteurs qui étaient ouverts nouvellement en 2010 étaient les suivants: le poker, les paris sportifs et les paris hippiques. Donc, à l'occasion de cette ouverture, le dispositif français a revu les instances de régulation en créant une nouvelle instance de régulation qui s'appelle l'autorité de régulation des jeux en ligne, donc spécifique pour ce nouveau périmètre, mais revisite aussi un petit peu en cohérence les différentes instances de régulation en mettant en place un comité consultatif des jeux et un observatoire des jeux. Alors, l'ARJEL, donc qui est la pièce maîtresse du dispositif français, en fait, elle vient vraiment s'inscrire dans le cadre des grands objectifs de la loi de 2010. Quels sont les grands objectifs de la loi de 2010? En fait, elle se fixe 3 objectifs. Un objectif de protection de la sécurité publique. C'est essentiellement donc les questions de prévenir tout ce qui est criminalité liée
à ces jeux d'argent, notamment la question du blanchiment de l'argent criminel, mais également les questions d'intégrité, l'intégrité à la fois des jeux, mais aussi l'intégrité du sport, puisque le sport et les compétitions sportives peuvent être un enjeu de paris. Deuxième axe, la santé publique, avec donc comme objectif de limiter, de réduire la prévalence des joueurs problématiques. Et quand pour les joueurs qui versent dans des pratiques problématiques, pouvoir leur donner un cadre pour les soigner. Et puis le troisième, même s'il n'est pas spécifiquement énoncé dans la loi, mais qu'on retrouve vraiment en filigrane dans beaucoup d'articles de la loi, c'est un objectif de préservation de l'économie qui se décline en deux aspects. Tout d'abord de préservation des filières économiques. Et là, alors ça touche pas par exemple la question du poker, mais les filières économiques, ça va être essentiellement sur les paris sportifs et les paris hippiques, notamment pour ce qui est des paris hippiques, la filière des chevaux, qui est un secteur économique important en France. Mais bien évidemment, un deuxième axe de la préservation de l'économie, c'est la question des taxes. Cette diapo, juste pour illustrer un des rôles de l'ARJEL. Alors, quelles sont les missions très schématiquement de l'ARJEL? Elle a tout d'abord comme mission de délivrer des agréments sur les 3 périmètres que j'ai définis, paris sportif, paris hippique et poker. Donc, de délivrer, de définir des cahiers des charges, c'est-à-dire que les opérateurs qui vont avoir une licence ou un agrément, on appelle plutôt ça un agrément, ne vont pas pouvoir offrir n'importe quelle pratique de jeu. Si je prends l'exemple des paris sportifs, la question du live betting est très très restreinte, c'est-à-dire que on peut essentiellement parier sur le résultat d'un match de football par exemple, mais on va pas pouvoir parier, comme dans certains pays européens, sur quelle sera la couleur de la chaussure du fameux attaquant du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est prévu dans des cahiers des charges, mais vraiment très précis, que va définir l'ARJEL. Et les opérateurs qui ont un agrément doivent respecter ce cahier des charges. Deuxième mission de l'ARJEL, c'est de prévenir l'addiction et de prendre les mesures nécessaires à la prévention de l'addiction, notamment à travers la limitation de l'offre, comme je viens d'illustrer par exemple sur le cahier des charges, éviter des paris, des types de paris dont on sait qu'ils sont plus problématiques. Troisième mission, de mener des actions de contrôle de l'intégrité du jeu. Donc l'ARJEL, pour chaque opérateur est tenu de donner à l'ARJEL son logiciel sur lequel l'ARJEL procède à des contrôles avant procédure d'agrément et après sur site in vivo. Également des contrôles, une grande part de l'action de l'ARJEL va être aussi sur des contrôles sur l'intégrité du sport, notamment ça concerne la pratique des paris sportifs. Donc à chaque fois qu'il y a un pari sur un match ou un événement sportif, l'ARJEL a une équipe qui est spécialisée dans l'analyse des paris pour voir s'il n'y a pas des paris atypiques qui pourraient être à l'origine de paris truqués. Donc là, il y a aussi des actions de contrôle très très précises. Et enfin, des contrôles contre les pratiques de blanchiment. Alors, ce que je vous donne en illustration, c'est pour vous donner un exemple de ce qu'a fait l'ARJEL depuis l'ouverture en 2010, donc en 3 ans. L'ARJEL, en fait, a établi, parce que
un de ses objectifs, c'est de lutter contre la présence en France, sur le territoire français, en tous les cas, la possibilité pour des parieurs français d'aller sur des sites illégaux. Donc elle a répertorié plus de 3000 sites qui pouvaient proposer des paris de son périmètre. Donc pour l'instant, elle travaille uniquement sur son périmètre, paris sportifs, paris hippiques et poker. Et pour vérifier que ces sites étaient inaccessibles pour des parieurs français, avec donc des adresses IP avec un point .fr. Quand les sites respectent cette réglementation, donc dans ce cas-là, il y a pas de problème. Si les sites ne respectent pas, l'Argel contacte les sites et peut aller jusqu'à des mises en demeure, soit des sites, soit des fournisseurs d'accès à Internet. Donc c'est ce qui illustre un petit peu ce tableau où on peut voir qu'effectivement, et on reviendra puisque dans la présentation d'Ingo, on parlait de est-ce qu'un système de licence, il a évoqué la question de un système de licence peut fonctionner sans law enforcement, mais il peut encore mieux fonctionner avec du law enforcement. Et enfin, en tous les cas, c'est l'option qui a été prise en France. Alors, le marché des jeux avant et après la loi de 2012 sont donc les suivants, par grande catégorie de jeux. On a tout ce qui est jeux de loterie. En France, on a un système qui existait avant la loi, qui est un système monopolistique. C'est la Française des Jeux. Ceci reste inchangé par la loi de 2010. Deuxième grand secteur, les paris sportifs. On avait avant la loi un système monopolistique, toujours à la Française des Jeux, qui a un réseau de débitants où les gens peuvent aller physiquement faire des paris sportifs de plus de 30 ou 35 000 débitants et qui reste le gros, en tous les cas, du chiffre d'affaires des paris sportifs en France, qui existe toujours, c'était avant la loi et ça le reste. Par contre, pour les paris sportifs en ligne, c'est le nouveau système avec les licences gérées par l'Argel. Pour le pari hippique, c'était la même situation. On avait un système monopolistique avec une autre société contrôlée par l'État qui s'appelle le Pari Mutuel Urbain, le PMU, qui gérait les courses sur un système avec un système également de détaillants très finement répartis sur le territoire français. Ce système existait avant la loi et conserve son monopole après la loi de 2010 pour les activités ce qu'on appelle enduro ou terrestres. Par contre, pour les paris hippiques en ligne, on est dans le système régulé avec les licences de l'Argel. Et enfin, les jeux de casino qui avaient donc un système géré par le ministère de l'Intérieur, avec des ouvertures sous contrôle du ministère de l'Intérieur, il n'y a pas de changement avant et après la loi, puisque les activités de casino ou de machine à sous en ligne restent interdites. Alors l'offre légale en France, c'est environ 200 casinos qui possèdent un parc de 23 000 machines à sous. Les casinos en France ont le monopole des machines à sous. On n'a pas d'autres machines à sous ailleurs que dans les casinos. Pour ce qui est des courses hippiques, c'est un système monopolistique géré par le Pari Mutuel Urbain, contrôlé par l'État, qui gère les paris d'argent et les courses de chevaux. La Française des Jeux gère les loteries en système de monopole et les opérateurs de jeux en ligne. Environ 30 au départ, on n'en a plus que 23 au jour d'aujourd'hui, qui gèrent le jeu en ligne. Alors, venons-en maintenant à l'état des lieux du jeu en France. Premier indicateur possible, la dépense des Français. Donc, on peut voir, le plus intéressant c'est de le voir, c'est la dépense nette par habitant. Vous voyez qu'on a, depuis le début des années 60, une pente régulière en augmentation de la dépense nette par habitant, avec toutefois une stabilisation au milieu des années 2000 qui est sans doute en corrélation avec la crise économique que l'on connaît en France comme en Europe sur cette période-là.
Le plus intéressant, c'est la part du budget relative consacrée aux dépenses nettes. On voit que l'augmentation est de moindre importance, mais quand même assez régulière jusqu'à cette stabilisation au milieu des années 2000. Quand on regarde les données du point de vue des données des opérateurs, vous avez plusieurs indicateurs possibles. Le premier, c'est le chiffre d'affaires. Nous, on entend par chiffre d'affaires les mises. Donc là, ce sont en millions d'euros. L'ensemble du secteur des jeux d'argent en France représente environ 50 milliards d'euros de mise. Donc c'est ce que les joueurs misent. Répartis, vous voyez, sur 3 grands secteurs. La FDJ, c'est en fait les loteries sous monopole. Le PMU, les courses hippiques sous monopole. Tout ça, c'est des activités qui ne sont pas en ligne. Et le casino. Quand on a ouvert en ligne, vous voyez que le chiffre d'affaires finalement a augmenté, mais n'a pas eu d'impact négatif sur le chiffre d'affaires des 3 autres filières, qui était une des grandes craintes et des enjeux de la loi de 2010. Donc on peut dire que le jeu en ligne est venu augmenter la demande de jeu, mais n'a pas eu d'impact sur le jeu traditionnel. Autre indicateur possible, le produit brut des jeux. On entend par produit brut des jeux la différence entre les mises et les gains des joueurs. On a à peu près, vous voyez, la même répartition. Évidemment, la part relative des casinos, et comme on a le poker, il y a beaucoup de mises pour relativement peu de produits bruts, diminue par rapport au chiffre d'affaires. Et enfin, on peut avoir le produit net, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste à l'opérateur ou aux opérateurs une fois qu'on a défalqué, y compris, bon, bien évidemment, les gains des joueurs, mais aussi les taxes qui sont reversées à l'État. Et on voit que le produit net des jeux aussi, qui est un bon indicateur pour voir s'il y a eu un impact sur les filières économiques. Non, l'ouverture des jeux en ligne n'a pas eu d'impact négatif sur les autres filières. Alors, d'un point de vue populationnel, nous avions mené en 2010 une enquête classique, donc aléatoire, sur un échantillon de 25 000 individus âgés de 18 à 75 ans, donc sondage aléatoire à 2 degrés, qui comportait un volet sur les jeux. Cette enquête a permis d'établir, c'était la première enquête représentative nationale, que la prévalence du jeu d'argent en France était de l'ordre de 50%, 47,8% des Français âgés de 18-75 ans avaient joué au moins une fois au cours des 12 derniers mois à des jeux, et que environ un quart de ces joueurs étaient des joueurs actifs, dans le sens où ils dépensaient une certaine somme, enfin assez intensif au niveau des dépenses ou de la fréquence de jeu. L'objectif de cette enquête était d'obtenir une première prévalence du jeu problématique. Nous avions utilisé l'indice canadien du jeu excessif et à partir de cet outil établi que en population générale, nous avions une prévalence de 0,4% de joueurs excessifs au sens de l'indice canadien du jeu excessif et de 0,9% de joueurs à risque modéré. Ramené à la population des joueurs actifs, donc des joueurs qui dépensent au moins 500 € dans l'année ou qui jouent au moins 52 fois, c'est-à-dire des joueurs de type hebdomadaire, nous avions les chiffres qui sont présents sur ce tableau, 3,7% pour les joueurs excessifs, et quand on ramène les problématiques à l'indice canadien, grosso modo à la barre des 3 et plus, on est à 10,7%. Voilà. Donc 0,4 et 1,3%. Alors comment se situe la France par rapport à d'autres pays qui ont pu mener des enquêtes nationales de ce type? Je vous l'ai présenté sur ce graphique.
Donc vous voyez que, alors évidemment, le problème, je peux pas rentrer dans les détails, mais tous les pays n'utilisent pas le même outil. Les enquêtes, les taux de réponse, les échantillons, je pense qu'on est quand même une des enquêtes avec un échantillon le plus robuste, 25 000 individus. Il y a beaucoup d'enquêtes qui travaillent sur des effectifs de 5 ou 6 000 individus. Donc avec évidemment des intervalles de confiance assez différents et les principales différences viennent aussi de l'outil puisqu'il y a encore un certain nombre de pays qui utilisent le SOGS et d'autres qui utilisent le DSM. Donc tout ceci, et on ne peut pas rentrer dans le détail des données, mais on voit quand on ramène à ICGE 3 et plus, c'est-à-dire problématique au sens large, à partir d'un comportement de risque modéré. En France, on est à 1,3% et on se situe, disons, plutôt dans la moyenne basse au niveau international sur les pays qui ont mené ce type d'enquête. Alors, j'en viens maintenant à la question du jeu en ligne. Alors ici, je commence par vous présenter les données de la régulation. Alors les données de la régulation, donc comme on a une autorité de régulation avec un système d'information extrêmement riche, on sait très précisément en France qui joue au jeu des opérateurs ayant une licence, quelle somme ils jouent, à quel rythme ils jouent, voilà, puisque l'ARJEL, toutes les données de jeu sont automatiquement transmises à l'ARJEL. Donc l'ARJEL a une fantastique base de données où sont collectés tous les actes de jeu de tous les joueurs qui jouent sur les jeux ayant une licence en France. À partir de là, on peut établir que, donc je peux vous donner par exemple les données consolidées de 2013. En France, le chiffre d'affaires des jeux en ligne sur les 3 secteurs de l'ARJEL, donc poker, paris sportif, paris hippique, c'est 8,5 milliards d'euros de mise. En produit brut des jeux, c'est 686 millions d'euros, ce qui rapporte à l'État 381 millions d'euros de taxes en 2013, et ce qui laisse aux opérateurs un produit net des jeux de 305 millions d'euros. Voilà. Alors, sur les graphiques suivants, vous pouvez voir un peu la dynamique. On peut dire que la dynamique n'est pas en expansion, principalement pour le poker. Je reviendrai sur cette question. Le poker, alors évidemment, le volume des mises est un peu artificiel pour le poker, parce que quand vous prenez les mises, pour le poker, il y a beaucoup de mises, puisqu'à chaque main, vous avez une mise. Donc le volume des mises ne peut pas être pour les pokers ne peut pas être comparé au volume des mises pour des paris sportifs ou des paris hippiques. Ce qui m'intéresse, c'est la tendance. Ce qu'on peut voir, c'est que la première courbe, la tendance pour le poker est à la diminution. Donc le poker, alors qui peut correspondre à 2 hypothèses, soit parce qu'il y a un certain nombre de données qui nous laisseraient dire que au niveau international, le poker semble se stabiliser ou dans certains pays diminuer. Donc, est-ce qu'on est sur cette tendance-là ou est-ce que certains joueurs français ont déserté l'offre régulée pour retourner, puisqu'ils jouaient auparavant, avant 2010, pour retourner sur l'offre non régulée? Question qui reste ouverte et auquel je vais essayer de répondre par une autre enquête. Pour ce qui est des paris hippiques, on est plutôt sur des données très stables. Donc, compte tenu de la crise économique, ce sont des données finalement qui sont assez rassurantes pour la filière des paris hippiques. Les paris sportifs, au contraire, c'est la 3e activité qui, sur sa dernière année, a vu une croissance quand même significative. Donc actuellement, on a un mouvement sur les paris sportifs qui sont devenus, en termes de mise, mais également en termes de produits bruts de jeu, qui ont pris la tête du marché, du jeu. Alors évidemment, on a cette année l'énorme boom de la Coupe du Monde de football, ce
qu'il faut savoir que les paris sportifs en France, à 80%, c'est le football. Donc le football, sur certains matchs, il y a eu 3 millions d'euros d'enjeux. C'est évidemment, ça a donné un boom important. Mais quand on enlève l'effet de la Coupe du Monde, on est quand même sur un trend en augmentation pour les paris sportifs. Alors, il est intéressant maintenant de croiser cette vision des opérateurs par une enquête populationnelle. Alors, le problème avec les joueurs en ligne, c'est qu'on ne peut pas procéder classiquement par une enquête aléatoire du fait de la rareté du comportement. Donc pour cela, on a essayé de s'en approcher. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas prendre trop de temps, mais on a essayé de construire un échantillon de 4000 joueurs en ligne à partir d'un échantillon d'internautes qui lui-même est calé par rapport à une enquête nationale représentative des internautes. Donc on est parti d'un échantillon d'internautes représentatifs et on a, à partir de là, constitué un échantillon de 4000 joueurs en ligne. Sur ces 4000 joueurs en ligne, alors de l'enquête représentative, on avait posé, donc classique, par téléphone, on avait posé une seule question qui était celle de pratiquez-vous au moins une fois au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué ou parié de l'argent en ligne? Donc on a, grâce à cette question, une estimation de la prévalence du jeu en ligne en France, qui serait, en 2012, de 3,7%. Donc ça représenterait un bassin de 2 millions de joueurs en ligne à des jeux d'argent et de hasard. Cette population a des caractéristiques assez différentes de celles de l'ensemble des joueurs. Ici, vous avez la pyramide des âges et vous pouvez voir que cette pyramide des âges, par rapport à la population française, est très atypique, avec une population plus jeune que la moyenne de la population française. Et assez curieusement, même si le jeu en ligne reste masculin, une population relativement féminine. Notamment, la part des jeunes femmes est assez importante. Alors, on va voir que c'est important parce que c'est évidemment une vision qui est totalement différente de celle que nous donnait l'Argel, mais parce que l'Argel travaillait sur ces 3 secteurs. Or, à quoi jouent les joueurs en ligne? J'en viens à ce graphique-là. Ils jouent principalement à des jeux de loterie. C'est le gros du bassin des joueurs. Et dans les jeux de loterie, il y a beaucoup de femmes. Évidemment, le poker, les paris sportifs sont des jeux plutôt masculins. Mais la prévalence principale, ce sont des joueurs de loterie. Et ce qu'on a découvert à travers cette enquête, c'est que certes, ils jouent à des jeux offerts par le Monopole, la Française des Jeux, mais à 20% de notre échantillon jouait à des jeux de loterie qui n'étaient pas des jeux de la Française des Jeux. Donc là aussi, et qui était un espèce de trou noir finalement de la réglementation, puisque l'Argel se concentrait sur ces 3 secteurs. Le jeu en ligne sur la loterie, elle existait avant la loi, et personne ne s'occupait de savoir s'il y avait des joueurs qui jouaient sur du non régulé sur le jeu en ligne. Visiblement, il y en a. Alors, ces chiffres sont, et je viendrai dans ma conclusion, à prendre, avec un certain nombre de limitations, c'est que même si dans l'inclusion de l'enquête, on a inclus normalement des gens qui jouaient de l'argent, il s'avère au fur et à mesure du déroulé du questionnaire que 11% de notre échantillon, en fait, joue à des jeux gratuits et 10% à des jeux d'adresse. Donc on a une espèce de périmètre qu'on évalue à environ 10%, des jeux gratuits. Alors est-ce qu'ils sont totalement gratuits? Est-ce que c'est des jeux payants qui ont une phase d'essai gratuite? Est-ce que c'est du gratuit qui vous emmène vers des achats, etc.? Ça reste un point à documenter. Je reviens également sur la population. Donc,
des hommes, certes, une population jeune, une population plus diplômée que la moyenne de la population française et que la moyenne des joueurs, et une population de catégorie sociale supérieure par rapport à la population française, mais aussi à la population des joueurs. Ces joueurs en ligne jouent de façon plus régulière que l'ensemble des joueurs. À 45%, par exemple, ce sont des joueurs réguliers, alors que c'était qu'à 13% dans la population des joueurs. Et ils ont un niveau de dépense qui est un peu supérieur, qui est supérieur à ceux des joueurs. Donc là, une courbe de concentration assez classique des joueurs en ligne, les dépenses des joueurs en ligne. Mais vous pouvez voir que ce niveau médian, la dépense annuelle médiane par type de jeu, donne des variations très importantes. Et ce sont les jeux de casino et les machines à sous, et dans une moindre mesure les paris hippiques, pour lesquels les joueurs déclarent des niveaux de dépenses nettement supérieurs à la moyenne. Question importante qu'on a documentée aussi, sur quel support? Et ça, je pense que cette donnée est périmée, compte tenu de l'évolution des technologies et des supports mobiles sur Internet. À l'époque de l'enquête, c'est-à-dire en 2012, certes, 97% des joueurs déclaraient jouer sur un ordinateur, mais il y avait quand même peu ou prou déjà 18% des joueurs qui jouaient sur un support mobile. Et là, c'est important de revenir à des données de régulation. C'est un indicateur qui est suivi par l'ARJEL. Et actuellement, dans les activités, les données sur support mobile sont passées à 30%. Alors, vous voyez bien que les enjeux en termes d'addiction ne sont pas les mêmes quand un joueur joue sur un poste fixe ou joue sur sa tablette ou sur son téléphone qu'il a en permanence avec lui. On avait questionné aussi les joueurs sur les avantages, pas de surprise sur les avantages, la disponibilité qui arrive très largement en tête, je n'ai pas le temps de développer. Par contre, on avait été plus surpris sur les inconvénients déclarés par les joueurs, parce que finalement, on se rendait compte que les joueurs avaient visiblement conscience du potentiel addictif du jeu sur Internet. Et enfin, la dernière point documenté par l'enquête, c'était est-ce que tous les jeux sont aussi problématiques? Évidemment non. Alors déjà globalement, avec le même outil, c'est-à-dire l'ICGE, on est sur les joueurs en ligne avec une prévalence du jeu problématique qui est de l'ordre de 5 à 6 fois supérieure à celui du jeu en général. Donc la prévalence de jeux problématiques joueurs en ligne est 5 à 6 fois plus importante que sur les jeux en général, avec des variations importantes selon le type de jeu. Et les jeux ayant des prévalences les plus importantes, ce sont les machines à sous et les jeux traditionnels des casinos, en fait, les jeux qui n'ont pas été ouverts à la régulation. On est là sur l'offre non régulée. Et je reviendrai sur cette question. Enfin, on voulait aussi savoir, parce que l'intérêt d'interroger des joueurs, c'est de pouvoir répondre à une question, quelle est la part des joueurs qui jouent sur l'offre légale, régulée, ou celle qui joue sur l'offre non régulée. Globalement, donc on est un peu plus pessimiste que les données données par Ingo. Par l'enquête, alors on a plusieurs façons, je reviens pas sur le détail, on leur demandait sur est-ce qu'ils jouaient sur des .com ou sur des .fr, on leur demandait de citer les sites, les 3 principaux sites sur lesquels ils jouaient, et on vérifiait après s'ils avaient l'agrément ARJEL, ou on leur demandait s'ils avaient dû décliner leur pièce d'identité pour jouer, ce qui est totalement obligatoire dans la procédure française. Avec cet indicateur, avec tout ça, on a construit un indicateur qui nous dit que globalement, 54% ne jouent que sur l'offre régulée, 19%
ne jouent que sur l'offre non régulée et 27% jouent un peu sur les deux. Mais quand on enlève le biais des gratuits et qu'on va sur les 3 secteurs régulés par, c'est les 2 dernières colonnes régulées par l'Argel, on voit que pour les paris sportifs et hippiques, on peut en tirer la conclusion, parce qu'il n'y a que 6% qui continuent à jouer que sur l'offre non régulée. On peut dire que le pari d'amener l'essentiel des joueurs sur l'offre régulée a réussi, assez nettement. Mais ce constat est beaucoup plus modéré pour le poker, où il semble pour le poker qu'une part résiduelle importante de joueurs continuent à fréquenter les sites non régulés. Alors, pour répondre à la question, la régulation protège-t-elle? Parce que a priori, on pense qu'elle va protéger. On offre une offre de jeu plus sécure, on n'ouvre pas des jeux plus dangereux, on oblige les opérateurs à n'offrir que des jeux moins dangereux, à mettre en place des modérateurs, des limites sur les sommes, etc., etc. Donc pour vérifier ça, on a regardé, c'est un travail qu'on a fait en cours avec Sylvia, alors on l'a fait pour les 4 secteurs où il y avait régulé, non régulé. C'est-à-dire qu'on a mis de côté les machines à sous et les jeux de casino, parce que là on n'a que du non régulé. Donc on a pris que les jeux où il y avait soit une offre régulée, soit une offre non régulée. Sur les machines, sur les jeux de loterie, on constate, et on a séparé notre population, notre échantillon, entre ceux qui ne jouent que sur l'offre régulée et ceux qui jouent partiellement ou totalement sur l'offre non régulée. Donc c'est en rouge ceux qui jouent sur l'offre non régulée et en bleu ceux qui jouent sur l'offre régulée. Et quand c'est en gras, c'est que c'est significativement, que c'est significatif la différence. Donc on a pris comme indicateur un peu de gravité de jeu la fréquence, joueurs réguliers, la dépense, donc une dépense importante. L'impact sur la vie quotidienne, c'est une des questions spécifiques qu'on avait dans l'enquête. L'impact spécifique sur des problèmes alimentaires, sur des problèmes de sommeil. Et enfin, l'indice canadien du jeu excessif, seuil 3. Et on voit que sur les loteries, sur tous ces indicateurs, sauf la dépense, il y a effectivement une différence significative en défaveur des joueurs qui jouent sur l'offre non régulée. Ce constat, on ne le fait absolument pas sur le poker. Et alors là, la question, c'est pourquoi, et je laisse ça à la discussion, je pense que c'est extrêmement intéressant, parce qu'on la retrouve également sur les paris sportifs et, peu ou prou, également sur les paris hippiques. Donc là, c'est un domaine encore d'investigation qu'on a et qui me paraît tout à fait prometteur. Voilà, alors je vais chanter ça parce que je veux laisser du temps à la discussion. Alors, conclusion, qu'est-ce que l'on sait du jeu en ligne en France? Qu'il concerne environ 4% de la population française, que c'est un public jeune, diplômé et bien inséré, que les pratiques en ligne sont plus intensives et plus problématiques, que on a une offre légale de jeu qui est largement dominante, mais pas exclusive, notamment sur le champ du poker. Et qu'on a des phénomènes émergents qui nous semblent importants à surveiller, notamment cette question de périmètre, de zone grise, des sites dits gratuits. Je n'ai pas le temps de développer, mais on a constaté que effectivement les sommes en jeu étaient peu importantes, mais l'ICGE est significativement pas différent sur les joueurs qui ne jouent qu'à ces sites gratuits par rapport à ceux qui jouent à de l'argent. Comme quoi, il n'y a pas que l'argent dans la définition dans les critères du jeu problématique, mais ça nous semble, et c'est évidemment ces sites gratuits sortent de la réglementation, puisque par définition, ils se présentent comme gratuits. Donc, ils sont absolument pas surveillés et gérés par la régulation. Et enfin, le développement de nouveaux supports de jeux plus mobiles qui semble aussi un paramètre extrêmement sensible à suivre.
Les enjeux pour les années à venir qu'on a tirés à la suite de cette première enquête nationale de 2012, c'est notamment la question de la prévention secondaire. Parce que quand on regarde les enjeux épidémiologiques au regard du dispositif de prévention et de soins, en tous les cas en France, on peut dire qu'on a une réponse en prévention primaire, même si on peut croire qu'elle est plus ou moins efficace. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Est-ce que les avertissements de principe, ça a de l'efficacité? Moi, j'y crois pas trop. Mais bon, en tous les cas, on a beaucoup de choses avec ce qu'on appelle la politique du jeu responsable en termes de prévention primaire. On a, je pense, un très bon dispositif qui a été maillé à l'ensemble de la problématique des addictions pour les cas les plus graves, pour les joueurs excessifs, les joueurs pathologiques, donc avec des centres spécialités en accueil pour des problèmes d'addiction, avec un réseau qui est très réparti sur le territoire national, avec des formations spécifiques des différents intervenants sur la question spécifique du jeu. Mais on a un maillon faible, c'est le maillon intermédiaire, c'est-à-dire la cible étant les joueurs problématiques infrapathologiques. Hein. Et là se pose toute la question de comment on les repère et est-ce qu'on peut trouver, comme ça a été fait dans d'autres addictions, je pense notamment en alcool, qui a été démontré en termes d'efficacité, des dispositifs de repérage précoce et d'intervention brève, évidemment adaptés à l'univers du monde en ligne, c'est-à-dire notamment vers des techniques de e-prévention ou de e-thérapie. Et puis, ça m'amène aussi à réinterroger les fondements de la politique publique. Le premier point, c'est la stratégie de régulation est-elle efficace? Et je pense que Ingo l'a tout à fait bien introduit. Moi, j'aurais tendance à dire, avec 3 ans de recul, dans le cas français, oui. Ça l'était d'un point de vue théorique, puisque tout le dispositif a été conçu pour ça, c'est-à-dire de jouer à la fois sur l'offre de jeu, offrir une offre de jeu qui soit la moins problématique possible, et de contraindre les opérateurs, soit le monopole ou l'État a un contrôle direct, soit par la licence, à mettre en place des dispositifs de régulation forts, avec un niveau d'enforcement qui soit extrêmement élevé, mais qu'il faut quand même vérifier ça en terrain réel, et notamment en pouvant documenter la question clé, quelle est la part des joueurs en ligne qui jouent sur le jeu régulé ou non régulé, parce qu'évidemment, si une part plus ou moins importante échappe, la régulation ne sera plus efficace. Et ça, c'est un débat qui est actuellement très présent dans le contexte français, avec la question de doit-on ouvrir? On ne l'a pas fait en 2010. Les jeux de casino et les machines à sous en ligne, avec les mêmes arguments. On évalue, j'ai fait une note pour l'Argel dans ce sens-là, j'ai évalué à environ 80 000 le nombre de Français qui jouaient sur des jeux de casino en ligne. Ça représente un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on fait? On sait que l'enquête a documenté que c'était beaucoup plus problématique, mais doit-on ouvrir pour offrir un jeu plus régulé? La question reste ouverte. Le jeu responsable, il y a aussi c'est sur le fondement de la loi de 2010 en France, mais qui doit mettre en œuvre cette politique de jeu responsable? L'enquête 2012 m'a permis, par exemple, de faire une évaluation, courbe de concentration, 35% du chiffre d'affaires des jeux en ligne est généré par les joueurs problématiques. À partir de là, peut-on confier aux opérateurs une politique de jeu responsable? Voilà, quels sont donc là il y a une vraie discussion éthique en termes de politique publique à mener sur comment on définit et qui met en œuvre une politique de jeu responsable. Et le périmètre des jeux d'argent en ligne, je l'ai déjà introduit, c'est la question, en tous les cas en France, qui se pose des jeux d'expertise, en sachant que peut-être que le poker finalement se situe à mi-chemin entre jeux d'argent et jeux d'expertise, et la question des jeux gratuits. Voilà, merci pour votre attention.
ceci conclut notre conférence, cette première de plusieurs, j'espère. Alors, merci, Monsieur Coste de l'Observatoire des Jeux. Ingo Fiedler, thank you from University of Hamburg. Et merci à tous en salle, merci à vous en ligne. Une prochaine fois.